Bonjour à tous. Alors, le temps que ça s'affiche, je me présente. Je suis Julie Charpin, je suis responsable juridique de l'Association des paralysés de France. Alors, mon rôle pendant cette journée, ce sera de vous donner le cadre juridique, les quelques grands principes fondamentaux, les quelques règles spécifiques qui s'appliquent et à nos situations, et aux thématiques qu'on aborde, mais aussi plus généralement pour tout ce qui est contradiction potentielle entre liberté et sécurité. Alors j'ai d'ores et déjà quelque chose à vous annoncer. Le psychiatre ne vous a pas donné de réponse, la juriste ne vous en donnera pas plus. Le droit n'est pas une fin en soi, l'idée c'est juste de vous donner des outils pour vous permettre, pour permettre aux professionnels de faire un choix éclairé qui certes respecte la règle de droit, mais surtout va au-delà pour un accompagnement toujours plus respectueux des droits et libertés des usagers, des personnes accueillies. Alors, je rappellerai rapidement le cadre légal de la liberté, du droit, de la liberté et de la sécurité, même si mon sujet a été un peu présenté par mes collègues précédemment. Plus précisément, ensuite, on verra les quelques règles spécifiques qui s'appliquent à la contention physique en lien avec des comportements en problème. Et enfin, les autres limitations potentielles de mobilité. Alors, la liberté, c'est un droit protégé par la Constitution et les conventions internationales. Donc, a priori, c'est le droit qui prime sur la sécurité, qui, elle, n'a qu'une valeur légale, à la différence de la sûreté potentielle qui doit être garantie par l'État, mais qui est une protection de l'ensemble des citoyens, alors que la sécurité s'applique à une personne en particulier. Donc seule l'autorité de l'État peut apporter des privations à la liberté d'aller et venir, et uniquement pour des motifs d'ordre public. Le directeur, le médecin ou le directeur d'un établissement médico-social pourra seulement apporter quelques atténuations à cette liberté d'aller et venir, mais sans contredire la loi et la liberté fondamentale qui est la liberté d'aller et venir. Comme toutes les situations ne sont pas prévues ni réglées par la jurisprudence, le principe qui doit prévaloir est celui de la proportionnalité. Donc les mesures adoptées doivent toujours l'être au regard du but poursuivi et de la réalité et de la connaissance des risques. La proportionnalité de la mesure pourra en cas de contentieux être contrôlée a posteriori par le juge. Donc toujours, quel est le but que je poursuis et est-ce que la diminution que j'apporte à la liberté fondamentale d'aller et venir se justifie dans cette situation particulière. On a quelques textes très précis qui évitent de tergiverser, notamment sur tout ce qui est le droit de refuser des soins. Mais comme je vous l'ai dit, en fait, la plupart du temps, c'est juste des grands principes fondamentaux. Le principe de proportionnalité, et donc du coup, le droit n'est qu'un outil qui vous aidera à prendre une décision au mieux des droits de la personne accueillie. Alors, avant d'entrer plus spécifiquement sur la contention, rappelez que, parce qu'il y a une crainte de plus en plus présente chez les professionnels de judiciarisation, du risque judiciaire qui est derrière toute prise de risque, les établissements et services médico-sociaux sont soumis à une obligation de surveillance de leurs usagers. Au titre de cette obligation, les établissements doivent mettre en œuvre une surveillance adaptée à tout type de situation afin d'essayer de prévenir au mieux tout risque de dommages causés à l'usager. On est face à une obligation de moyens, donc par opposition à une obligation de résultat. La responsabilité de l'établissement ne saurait être engagée sans la preuve d'une faute. D'accord ? Cette obligation donne lieu à une appréciation par le juge in concreto, au cas par cas, qui prend en compte différents aspects. Les caractéristiques de l'établissement, notamment la nature de l'activité pendant laquelle est survenu le dommage, l'état de l'usager, ses antécédents, son comportement, l'absence, la présence de troubles psychologiques, le niveau de dépendance, la fragilité, l'âge, et le caractère prévisible de l'événement. Pouvait-il être anticipé et donc empêché ou pas? L'idée, c'est pas de parquer tout le monde. C'est vraiment une position traditionnelle et immuable du juge. On ne peut pas exiger d'un établissement ou d'un service
qu'il prive de toute liberté un usager au seul motif de protéger sa sécurité ou celle des tiers. Donc le caractère, il n'existe pas de niveau de surveillance standard. La surveillance doit être circonstanciée, individualisée, adaptée à l'état spécifique de l'usager, aux risques connus ainsi qu'aux caractéristiques de l'établissement. Pour ça, vous disposez d'outils mis en place par la loi 2002. Donc les principaux outils sont le règlement de fonctionnement, qui, je vous rappelle, ne doit pas être une liste d'interdictions pour les usagers de faire ou d'accéder à certains lieux, mais plutôt un outil pédagogique de fonctionnement, de bon fonctionnement de la structure collective. Le projet d'établissement qui précise les actions de promotion engagées pour assurer le droit des usagers. Le contrat de séjour, dans lequel il est recommandé d'inscrire toute limitation ou encadrement de la liberté d'aller et venir et tout ce qui est mis en place pour assurer la sécurité de l'usager. Le projet personnalisé d'accompagnement, qui est justement l'outil concret qui permet l'articulation entre sécurité, contrainte de la vie en collectivité et liberté de l'usager et attente de la personne accueillie. Et enfin, les CVS, les conseils à la vie sociale, qui, s'ils ne doivent pas être le lieu de discussion de sujets individuels, personnels, peuvent être un lieu d'échange et de participation des personnes accueillies aux réflexions institutionnelles et notamment aux limitations nécessaires à la liberté, notamment d'aller et venir. Donc ces documents ont une valeur contractuelle, donc ils engagent l'établissement ou le service. Il faut avoir une grande vigilance sur les règlements et procédures à visée collective. Ils ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire. Ils peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire, ils peuvent être toujours plus favorables que la loi, mais ils ne peuvent pas limiter le droit des usagers. Les seules exceptions peuvent être liées à la vie en collectivité, elles doivent être motivées et proportionnées, on retrouve le principe fondamental de proportionnalité. Par exemple, on peut interdire l'ivresse en espace collectif, mais on ne pourra pas interdire la détention d'alcool dans la chambre du résident, s'il est majeur évidemment. Les outils de la loi de 2002 sont aussi ce qui vous permet de tracer, parce que qui dit prise de risque dit tout de même que le professionnel doit se protéger pour éviter que cette prise de risque ne lui soit reprochée. Et donc prise de risque et droits des usagers sont d'autant mieux respectés qu'ils s'inscrivent dans une démarche d'accompagnement réfléchie et volontaire. On fait en lien avec la personne, on ne laisse pas faire la personne. Il faut tracer les processus de décision dans les différents documents à votre disposition. Alors, pour entrer plus spécifiquement sur la contention, le cadre et notamment les recommandations de la HAS qui reprennent celles de l'ANAS ont déjà été rappelées. La contention, c'est un moyen physique limitant la mobilité qui est motivé par un comportement estimé dangereux ou mal adapté, dangereux pour soi ou pour autrui, soit qu'il soit gênant, déambulation ou inquiétant, fugue. La contention qui est encadrée par les recommandations de la HAS et de la ANAS se distingue des autres contentions, des autres limitations de mobilité en raison du contexte qui encadre ces contentions. Par exemple, une barrière de lit, une sangle, un harnais peuvent ou non relever de la contention selon l'objectif de cette barrière de lit, de cette sangle ou de ce harnais. Une attelle, un corset siège, a priori n'en relève pas, mais quand ils sont utilisés dans le seul objectif d'entraver la liberté d'aller et venir de l'usager, là pour le coup ça relèvera de la contention. On l'a rappelé, le nombre d'accidents et de décès a poussé à poser un cadre aux contentions. Donc le cadre posé, c'est la nécessité d'une prescription, c'est-à-dire d'une évaluation médicale. Il s'agit d'évaluer la nature et la genèse des troubles du comportement, éventuellement en orientant vers un spécialiste.
de traiter avant tout les causes, y compris iatrogènes, avant de contenir. Les recommandations rappellent la nécessité d'une évaluation collégiale, pluriprofessionnelle, donc elle sera médicale, mais pas seulement. Cela permet d'impliquer les équipes dans l'observation des troubles du comportement, d'évaluer les risques psychiques et physiques de la contention proposée, de rechercher toute alternative moins contraignante, notamment en mobilisant des experts extérieurs. On sait la difficulté de réfléchir sereinement, j'ai envie de dire, à une contention quand on vit au quotidien avec la personne. Et toute contention oblige à une surveillance et une réévaluation périodique rapprochée impérativement, y compris éventuellement par protocole de délégation à une infirmière pour toute reconduction. C'est ce que je vous disais, la définition HAS, un AS est limitée à la contention physique passive. Donc elle inclut les barrières architecturales, portes, enceintes, mais elle exclut la contention chimique, qui, je vous rappelle, est en principe interdite par la loi. La télésurveillance. Les recommandations valent pour toute contention à comportement problème. À l'inverse, il est lourd et inutile, une fois la distinction clairement faite, ce qui n'est pas toujours facile, d'appliquer ces recommandations à des limitations de mobilité qui sont réalisées dans des conditions ordinaires. On reviendra là-dessus juste après. Les points de vigilance à avoir, même en cas de comportement problème, le consentement doit être recherché, même si c'est parfois assez illusoire. Il faut toujours préférer une réponse humaine à une contrainte physique. Il faut se rappeler que légalement, la contention relève a priori de la maltraitance. Donc, elle ne peut être qu'exceptionnelle. Donc tout doit être fait pour la prévenir, la supprimer ou la limiter. Et il faut se méfier des contentions sauvages ou équivalents qui sont masqués en secteur de vie quotidienne via des prescriptions ou avis ergo comme simple réponse à une demande des aidants par exemple ou autre exemple, un lever tardif ou une sieste imposée d'un usager pour éviter d'avoir à le surveiller. Donc ça relève de la contention. Donc là, c'est les exemples donnés, ce sont les exemples de contention tels que définis par la HAS. Il existe d'autres types de contention qui sont non motivés par un comportement dangereux ou inadapté. Donc, hors la contention chimique, qui est une réalité, mais qui est une dérive interdite en principe par la loi. C'est des contentions qui ont une finalité de sécurité, mais de sécurité mécanique, si je puis dire, prévention d'une chute surtout, des sangles, des cales, positionnement et installation, barrière de lit, et surtout une finalité de rééducation et de réadaptation, dispositif de posture ou de maintien, attelle, orthèse, verticalisation, siège coquille, plâtre. Dans ces cas-là, on est dans du soin, et donc les règles applicables sont celles du droit des patients, de la loi 2002. Et donc la règle, c'est qu'en principe, ça suppose l'accord formel ou la demande de l'intéressé ou de son représentant, et que le refus opposé par l'intéressé, hors tutelle ou curatelle, s'impose normalement aux soignants. Voilà pour la contention.